Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir enfin, du top 10 de l'année 2018. En effet les amis, je vous retrouve parce que il est grand temps, n'est-ce pas, de faire un petit bilan de l'année 2018 concernant les livres. Je vous ferai un petit top 10 concernant les BD un petit peu plus tard dans le mois. Mais ici, on va se concentrer uniquement dans les romans. Et donc, j'ai fait un petit bilan et j'en ai sorti 10 lectures que j'ai plus qu'aimées en 2018. Tout ça pour vous offrir le meilleur du meilleur. Et ça vous donnera peut-être des petites idées de lecture si jamais vous n'avez pas encore lu ces romans. Forcément, si je vous les présente dans ce top 10, ça veut dire que je vous les conseille plus. Voilà. Avant de commencer, je vous propose peut-être de vous donner quelques petits chiffres sur mon année lecture 2018. Donc en 2018, j'ai lu 132 livres, 59 BD et 10 comics. J'ai lu, mes genres préférés sont, comme d'habitude, la romance, puisque j'en ai lu 49, le thriller, puisque j'en ai lu 32, j'ai lu 22 jeunesse, j'ai lu 13 young adultes, 9 biographies, autobiographies, documents, 5 feel good contemporains et 2 bitlit. J'ai fait 17 LC, j'ai lu 31 maisons d'édition différentes. Le trio de tête n'a pas changé, ça reste Hugo en premier avec 25, 20 Harlequin. Et en troisième, j'ai 11 Belfond. Et après, on a 9 Michel Lafon, 8 Gaïmard, 5 Nathan, 5 Archipel, 5 éditions addictives, 5 Albin Michel, 4 Flammarion, 3 PKJ, 3 Hachette, 3 Escales et compagnie. Je ne vais pas tous vous les faire. Et puis, le dernier chiffre de l'année, j'ai eu 20 coups de cœur en 2018. C'est dans ces 20 coups de cœur que j'ai pioché les 10 livres que je vais vous présenter ici. Bon, je triche un petit peu, parce que je vous dis 10 livres, mais en fait, il y en a plus, parce que quand c'était une saga, j'ai mis la saga complète. Ça sert à rien, enfin je vois pas trop l'intérêt de vous parler d'un tome 2 ou d'un tome 3 ou un truc comme ça. Donc il y a un peu plus que 10 livres, mais du coup, ce que je vous propose, c'est de ne plus trop parler pour ne rien dire et de vous montrer tout de suite. Et en numéro 10, on commence tout de suite avec une petite romance puisque j'ai décidé de mettre Perfect Obsession de Cara Solac aux éditions Addictives. Ici, on suit donc l'histoire de Stella, qui est une jeune fille, tout va bien pour elle. Elle a une meilleure amie qui s'appelle Eva et sa meilleure amie a un petit copain qui s'appelle Jonas. Stella va bien, sauf qu'elle sort d'une période pas très sympa pour elle. Elle décide de sortir boire un verre avec ses amis et quand elle sort boire un verre, elle rencontre Jonas. Ils vont papoter, etc. Le courant passe très bien et ils vont finir par coucher ensemble. C'est le point de départ. Le point de départ, c'est que Stella couche avec Jonas, le petit ami de sa meilleure amie, Eva. Sauf que Stella ne le sait pas au départ. Ça va très vite changer, elle le sait, et là commence une relation un petit peu chelou. Pourquoi j'ai aimé ce livre? Parce que au début, on est clairement dans une relation d'adultère. Jonas trompe sa petite amie et Stella trompe sa meilleure amie. Et j'ai aimé ce roman, pourquoi? Pas parce que je suis pour l'adultère et compagnie, non, pas du tout. Parce que le roman m'a complètement, mais alors complètement retourné le cerveau. C'est-à-dire que le postulat de départ vous fait sortir de vos gonds, vous vous dites mais c'est pas possible, mais c'est quoi cette connerie, c'est dégueulasse, c'est machin et bidule. Et en fait, le twist final, vous vous rendez compte que tout ce que vous avez cru au début, il n'y a rien de vrai. Et vous, quand vous vous rendez compte de ça, vous êtes là. Waouh, mais what? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Donc voilà, je vous le conseille fortement, je vous conseille de le commencer, je vous conseille de vous obstiner au début. Au début, vous allez être dégoûté, je vous le dis, vous allez vous dire mais c'est dégueulasse, ça prône l'adultère, ça trompe le mensonge, ça prône, ça prône
plein de choses négatives, etc. Mais ne vous arrêtez pas sur la première moitié du roman, ne vous arrêtez pas là-dessus, parce que bah, ça se retourne complètement et vous allez être bluffé. En 9e position, j'ai décidé de mettre un thriller et il s'agit de La disparue de la cabine numéro 10 de Ruth Weir aux éditions Fleuve dans la collection noire. Alors ce thriller, normalement, si vous me suivez, vous en avez déjà entendu parler et reparler et reparler parce que j'ai tellement aimé que j'ai pas arrêté d'en parler. Et du coup, je vous en reparle à nouveau ici. J'ai adoré ce livre. Déjà, la couverture est magnifique, je trouve. Alors ici, on va suivre l'histoire de Laura, qui est une jeune journaliste qui est bien dans son métier, etc. Le problème, c'est qu'on ne lui fait pas souvent confiance, ou en tout cas, on ne lui confie pas beaucoup de missions importantes, etc. À chaque fois qu'il y a un voyage de prévu, à chaque fois qu'il y a un truc cool de prévu, c'est soit de ses collègues ou surtout sa patronne qui s'en charge, etc. Là, pour une fois, il n'y a personne de disponible. Et du coup, ça tombe bien parce qu'il faut faire la critique d'une croisière sur un paquebot. Et comme il n'y a personne de disponible, on envoie enfin Laura sa première mission. Et ça sera la première fois qu'elle peut profiter d'un truc cool. Elle va donc se rendre sur ce paquebot. Tout va bien, le paquebot est magnifique, etc. Jusqu'au moment où elle se prépare pour une soirée et elle se rend compte qu'elle n'a plus de mascara. C'est du mascara ? Parce que, bon, le maquillage, je m'y connais pas trop. Et elle va donc toquer à la cabine numéro 10 pour demander à la dame qui occupe cette cabine si elle a du mascara à prêter. La madame qui est dans la cabine numéro 10 lui prête, elle s'en sert, et puis quand elle veut aller rendre le mascara, il n'y a personne dans la cabine numéro 10. Il n'y a personne. Personne. Genre, la cabine n'a jamais été utilisée, elle est inoccupée depuis le début du voyage. Mais alors, Laura devient-elle folle? Qui était dans cette cabine numéro 10? Pourquoi il y avait une femme dans cette cabine numéro 10 alors qu'elle est censée être inoccupée? Mystère. Et vous le découvrirez en lisant. Parce que l'Iran, ça ne marche pas. En lisant cette histoire, moi j'ai adoré du début à la fin. J'ai beaucoup aimé ce petit mystère de savoir qui était cette fameuse dame qui était censée être dans la cabine numéro 10. Les chapitres sont plutôt courts, il se passe beaucoup de choses. Et puis moi, quelque chose que j'aime énormément, c'est cette espèce de huis clos sur un bateau. Parce que sur un bateau, il n'y a pas 40 000 possibilités, il n'y a pas 40 000 personnes non plus, donc les suspects sont quand même assez restreints, etc. Et voilà, moi j'adore ça et je vous conseille fortement ce thriller, n'en déplaise à Séverine. Séverine, si tu passes par là, je pense à toi. En numéro 8, je vous propose une saga. Bah oui, allons-y, une saga complète, puisque mon coup de cœur, ça a été Nicolas, le tome 1 de Il était une fois des Matches aux éditions Hugo New Romance. Ça a été mon préféré dans la saga, mais il y a Henri qui est le tome 2. Et il y a Ellie qui est le tome 3. J'ai adoré cette histoire. En fait, dans cette histoire, notamment dans le tome 1, on va suivre Nicolas qui est un prince qui vit dans le pays de... Alors le pays n'existe pas, de Wesco. Et c'est le prince héritier, ça veut dire qu'un jour il va devenir roi. Nicolas est plutôt bien, etc. Sauf qu'il est il est assez blasé sur son métier. Il sait qu'il ne peut rien faire, il sait ce qu'il doit dire en interview, il ne peut pas être honnête, il peut rien faire en fait. Voilà, toute sa vie est destinée au fait qu'il va devenir roi. C'est valable jusqu'au jour où il va boire un verre avec son frère Henri, qui est un autre prince donc, puisqu'il est frère. Et quand ils vont boire un verre, ils vont rencontrer une charmante jeune femme. Charmante jeune femme qui s'appelle Olivia, et voilà, le prince Nicolas va tomber amoureux de la jeune Olivia et c'est le début d'une belle histoire d'amour. J'ai adoré ce roman. Tout d'abord, il faut reconnaître qu'on ne peut pas lire Nicolas et Henri sans penser
au prince William et au prince Harry en Angleterre. J'ai aimé le fait que ça soit dans les coulisses de la famille royale, etc. On voit l'influence de la reine, on voit ce qui fait que leur vie n'est pas normale parce qu'ils ne peuvent pas vivre comme ils veulent, parce qu'il y a des règles, parce qu'ils ne peuvent jamais être honnêtes avec personne, parce qu'ils doivent faire avec la sécurité, ils doivent... Enfin, c'était vraiment complet. Euh, Olivia, elle, est une jeune femme très intéressante aussi parce qu'elle n'est pas malheureuse, mais elle n'a pas une vie facile parce que elle n'est pas dans une famille royale. Donc elle a des dettes, elle s'en sort tout juste. Mais Olivia est quand même une belle femme de caractère. Et puis évidemment c'est une romance, c'est rempli de moments choupis, doudou, euh, très mignons, rempli de marshmallows, ah, voilà, hein. Et alors les dialogues sont savoureux, ils sont très intéressants. Il y a un petit rebondissement comme dans toutes les romances, un petit côté drama, mais qui ne dure pas longtemps, même si on se dit que Nicolas se comporte vraiment comme un con, parce que il croit pas Olivia, mais franchement, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. Donc voilà, moi je vous conseille fortement cette romance dans le tome 2. Donc on va suivre Henri, qui est le frère de Nicolas et qui est bien moins rangé et sage. Et puis dans le tome 3 c'est Ellie. Ellie c'est la sœur d'Olivia. Voilà, si vous cherchez une idée de romance, je vous conseille fortement celle-ci. Et on passe donc au numéro 7. Et en septième position, j'ai décidé de mettre Gros sur le cœur de Karen Pont aux éditions Michel Lafon. Ici, c'est un format poche. Alors, cette histoire m'a... On va suivre ici Mélissa, qui est une jeune fille de 17 ans. Oui, c'est ça, 17 ans. Elle est au lycée, elle a des amis, elle est heureuse, tout va bien. Jusqu'au jour où ses parents doivent déménager parce que son papa est militaire euh, et son papa a été affecté dans une autre ville et donc toute la petite famille doit déménager aux grandes dames de Mélissa forcément parce que quand tu es adolescente et que tu dois déménager et que tu dois tout laisser derrière toi et que c'est pas ton choix, c'est pas forcément facile. Mélissa va donc arriver dans une nouvelle ville et surtout dans un nouveau lycée. Elle a beaucoup d'espoir, elle espère que ça va aller, etc. Et après les premiers jours, elle se rend compte que badaboum, ça va pas du tout aller parce que Mélissa est grosse et dans notre société, quand on est gros, on est différent, et donc quand on est différent, il se passe des choses pas marrantes, et du coup, en fait, on va suivre la descente aux enfers de Mélissa, qui va se faire traiter de tous les noms, qui va notamment se faire affubler d'un surnom qui hein, sac à gras, hein, voilà, sac à gras, c'est... Moi, quand j'ai lu la première fois qu'on l'appelait comme ça, j'étais là, mais quelle bande d'enfoirés. Tout le monde se moque d'elle, personne ne fait attention. Enfin, c'est vraiment terrible. Ce qui m'a beaucoup marqué, ce que je trouve affreux dans ce genre de situation, que ce soit dans les livres ou dans la réalité, c'est que les parents et les profs ne sont absolument pas armés pour, pour contrecarrer le harcèlement. Et puis surtout, ce qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est que il n'y a qu'une poignée qui ennuie Mélissa, mais les autres élèves ne bougent pas le petit doigt. Et enfin, moi, je comprends pas comment on peut voir une amie de classe se faire harceler et ne pas réagir. Enfin, je trouve ça complètement fou. Euh, et voilà, l'histoire est vraiment, ça touche vraiment au cœur, ça fait vraiment du mal presque parce qu'on est vraiment en souffrance avec Mélissa. Et puis ce que j'aime beaucoup, moi, vous le savez, c'est l'écriture de Karen qui est exceptionnelle, qui se lit très vite. En plus c'est de la jeunesse ici, donc forcément ça se lit encore plus vite. Euh, et puis Karen a cette habitude et ce savoir-faire de tout de suite poser les bases de son histoire, de tout de suite vous faire rentrer dedans, de tout de suite vous prendre
par la main et vous emmener et ne plus jamais vous lâcher. Donc bah, je vous conseille fortement ce petit roman qui moi m'a beaucoup marqué et qui je pense me marquera pendant encore longtemps. En numéro 6, on revient au thriller puisque j'ai sélectionné Passager 23 de Sébastien Fitzek aux éditions Archipel. Alors ce roman, je l'ai presque autant aimé, même un peu plus, puisqu'il est plus haut dans le classement que La disparue de la cabine numéro 10. Et il faut croire que sur moi, les histoires qui se passent sur des bateaux, sur des paquebots, fonctionnent, parce que bah, c'est encore le cas ici. Alors, on va être dans une histoire où on va suivre Martin, qui est un jeune flic, mais pas un jeune flic tout gentil, tout beau, tout rose. C'est un jeune flic un petit peu complètement barjot, complètement... il lui manque une case et il s'en fout un petit peu de se mettre en danger, de mettre sa vie en danger, et il s'en fout un petit peu des conséquences que pourrait avoir une petite confrontation avec des méchants, avec des pistolets, avec des explosions et compagnie. Et pourquoi Martin est dans cette autodestruction, dans ce sentiment que ben, on s'en tape de ce qui peut arriver, c'est tout simplement parce que Martin a perdu sa femme et son fils. Et sa femme et son fils, en fait, se sont suicidés pendant une croisière sur un bateau. Et ben, il s'en est jamais remis. Je pense qu'on peut le comprendre. Et surtout, il n'a jamais compris pourquoi sa femme et sa fille aient bien pu se suicider. Parce qu'après tout, ils étaient heureux, tout se passait bien, etc. Du coup, depuis, il pète un câble, il fait ce qu'il veut. Et quand il y a un risque à prendre, c'est lui qui le prend parce qu'il s'en fout s'il meurt ou quoi ou qu'est-ce. Jusqu'au jour où il y a une vieille femme même, pas du tout une vieille femme qui l'appelle et qui lui dit qu'elle a des informations sur la mort de sa fille et de sa mère. C'est une jeune femme, c'est une vieille femme qui passe son temps en croisière, elle habite sur le paquebot, tranquillou, la vie est belle, et elle invite Martin à la rejoindre sur le bateau. Martin il va dans l'intention de juste aller là, lui parler et de redescendre du bateau, mais finalement, il va rester sur le paquebot et il va vite se rendre compte que... j'en dis pas plus, mais il se passe des choses très 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 bizarres sur ce bateau. Encore une fois, on est sur un huis clos, il se passe... enfin, il n'y a pas 150 000 personnes, il n'y a pas 150 000 scénarios possibles. C'est très anxiogène, c'est très... il y a les coulisses aussi, parce qu'il y a forcément toutes les parties où tout le monde peut aller, et puis il y a que des parties où il y a que le personnel qui puisse aller, etc. Il se passe plein de choses, les chapitres sont courts, ça va très vite, c'est plein de cliffhangers, plein de moments, plein de rebondissements, etc. Bref, moi j'ai passé un excellent moment, et je vous le conseille. Bah oui, forcément. En numéro 5, on se rapproche du meilleur, du meilleur, du meilleur. J'ai décidé de sélectionner The Vanishing Girls de Laura Thalassa aux éditions Michel Lafon. Ici, on est donc dans le young adulte. Et quelle est l'histoire de Vanishing Girl? L'histoire de Vanishing Girls, elle commence avec Amber. Amber qui est une jeune fille, somme toute normale, au premier regard en tout cas. Mais quand on la connaît un petit peu plus, on se rend compte qu'elle a un petit pouvoir. C'est-à-dire qu'Amber, à chaque fois qu'elle s'endort, à chaque fois qu'elle dort, elle a la capacité de se téléporter n'importe où. Voilà. C'est tout. Donc elle a ce pouvoir-là depuis qu'elle est toute gamine, elle ne l'a jamais vraiment utilisé, elle ne fait rien de spécial avec, etc. Jusqu'au beau jour où elle voit des gens, des personnes du gouvernement débarquer chez elle pour l'embarquer. Et celui qui va l'embarquer s'appelle Cadden. Cadden qui est comme Humber, un jeune garçon qui a des pouvoirs spéciaux, etc. Sauf que lui, ça fait plusieurs années qu'il le sait, qu'il l'utilise et qu'il l'utilise pour le gouvernement. Ils vont donc prendre Humber parce que, aux yeux du gouvernement, Humber est sa propriété. Et donc Humber va être enfermé dans une sorte de camp d'entraînement où on utilise les jeunes, on les entraîne pour qu'ils sachent utiliser leur pouvoir correctement. Et une fois qu'ils savent utiliser leur pouvoir correctement, ils l'utilisent pour faire des missions militaires, si je puis dire.
Alors, j'ai passé un moment avec ce roman juste extraordinaire et fantastique. Je n'attends qu'une chose, c'est que le tome 2 sorte parce que ça a été un gros coup de cœur. Tout d'abord, je me suis beaucoup attaché à Amber et à Caden, qui sont deux personnages assez réussis, qui sont assez, je sais pas, il y a quelque chose qui est bien passé avec eux. J'ai beaucoup aimé la relation entre Amber et Caden. Il y a un petit rapprochement comme dans tous les young adultes, mais n'ayez pas peur, ça prend vraiment pas le pas sur l'histoire générale. J'ai beaucoup aimé forcément bah, l'histoire générale, ce côté jeunes qui ont des super pouvoirs et qui sont forcés de l'utiliser pour servir l'armée. Et puis forcément, comme on est dans un young adult plutôt, comment dire, plutôt dystopie, à un moment donné, il y a un personnage que je ne nommerai pas, qui en a un petit peu marre de rentrer dans le rang et d'écouter ce qu'on lui dit de faire, et qui va décider de s'enfuir, etc. Sauf que bah, le gouvernement n'est pas très d'accord là-dessus. Donc il va se passer plein de choses. Le cliffhanger de ce premier tome à la fin est juste ouf. Moi j'ai vraiment été scotché avec cette histoire du début à la fin. Il se passe pas mal de choses. Il y a beaucoup d'action aussi. Franchement, il y a de la bagarre. Et puis il y a quand même deux trois moments où on tremble pour Amber et Caden. Donc ben, je vous le conseille fortement. Franchement, c'est du très bon. Du très bon. Mon numéro 4, hein, les amis. Ah oui, forcément, je pouvais pas faire un top 10 de l'année 2018 sans forcément au moins une fois parler d'Arlan Coben. Et le voici, le voilou. Alors, c'est pas son tout dernier qui s'appelle Par accident, qui ne sera pas dans ce top-ci parce que ça n'a pas été un gros coup de cœur plus que ça, mais alors sans défense. Mais les amis, sans défense. C'est sorti au mois de mars et j'avais pris un pied énorme en lisant cette histoire. Ici, il faut assez connaître Arlan Coben et son personnage de Myron Bolidar. Je suis pas sûr que si on ne connaît pas Myron Bolidar et si on n'a pas l'habitude de le retrouver, on prendrait autant de plaisir parce qu'en fait, on retrouve Myron et Wynne des années et des années après le tome précédent à celui-ci et c'est les retrouvailles et c'est très émouvant surtout que bah vous savez les livres sur Myron Bolidar, ce sont à chaque fois des enquêtes différentes, mais il y a quand même un fil rouge, c'est la vie de Myron Bolidar, et donc ici on le retrouve comme on l'a laissé. Je ne vous dirai pas parce que sinon ça serait spoilé toute la saga, mais du coup il faut avoir lu tout le reste pour bien apprécier celui-ci. Pour l'enquête de fond, on est avec Wynne, qui est depuis des années à la recherche de deux enfants qui ont été kidnappés. On n'a jamais retrouvé leurs traces. On n'a jamais su ce qui s'est passé. Et Wynne en retrouve enfin l'un des deux, sauf que ben, Wynne n'arrive pas à l'attraper parce que le jeune, prenant peur, s'enfuit. Et ben, c'est le début d'une fameuse enquête. C'est le début des ennuis. Et ben, si vous avez l'habitude de lire Myron Bolidar et Wynne, vous savez très bien comment ça se passe dans ces romans. J'ai encore une fois adoré le personnage de Myron Bolidar, est un de mes personnages préférés, surtout quand on voit son humour, sa façon de parler, sa répartie, et il a toujours réponse à tout. Il a un côté gaillard, musclé, qui est capable de vous mettre par terre en 2 secondes, mais aussi un côté bon ami qui sait plaisanter, qui a beaucoup d'ironie, etc. Moi j'adore ça. Et puis évidemment il y a le style Arlan Coben. Vous savez ce que j'en pense, je l'adore, c'est toujours très bien fichu. Ça va vite, il perd pas de temps dans les détails, il se passe plein de choses, il y a plein de cliffhangers, plein de rebondissements, enfin c'est le style d'Arlan Coben, je pense que je pourrais le reconnaître entre mille tellement c'est à chaque fois très bon et il y a toujours plein de moments où on a peur pour les personnages parce que Arlan a quand même tendance à ne pas ménager ses personnages et donc bah voilà, je suis pas très objectif pour ce numéro 4 mais voilà, je n'en peux rien, c'est comme ça et vive Arlan Coben.
Si vous n'avez toujours pas lu du Harlan Coben, je me demande qu'est-ce que vous attendez, mais qu'est-ce que je dois vous dire pour vous convaincre? Allez-y! En numéro 3, on est sur les marches du podium. C'est une duologie. Il s'agit de Seven Her et Seven Us. C'est les deux tomes de la saga Consolation de Corinne Michaels aux éditions Harlequin. Cette duologie, je vous en ai déjà pas mal parlé. J'en ai même fait une vidéo dédiée. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et qu'est-ce que j'ai aimé cette romance. Mais alors là, elle a marqué mon année. Dans cette romance, on va suivre l'histoire de Nathalie. Nathalie, c'est une jeune femme qui a la particularité d'être la femme d'un militaire. Un militaire qui s'appelle Aaron. Et malheureusement, Aaron n'est pas revenu. Voilà, Aaron est mort à la guerre et donc on va suivre Nathalie qui est veuve, très jeune et qui est très triste forcément. L'histoire commence très fort puisqu'elle commence avec l'enterrement de Aaron. Donc moi j'ai été marqué directement, vous savez à quel point je suis une éponge, j'avale toutes les émotions en 10 fois plus fort et donc moi l'enterrement c'était juste... Oh, c'est vraiment, vraiment, vraiment trop triste. Et puis donc, ben, on va suivre Nathalie qui essaye de se reconstruire, qui essaye de refaire sa vie et elle va être aidée là-dedans par Liam, qui était le meilleur ami de Aaron et qui a toujours été un très bon ami de Nathalie. Et au fur et à mesure, Nathalie va savoir se reconstruire grâce à lui. C'était très émouvant, c'était très touchant. Il y a plein d'émotions dans cette saga. J'ai aimé le fait que les chapitres sont courts, ça se lit très vite. Le style, j'ai adoré le style, mais forcément, quand une histoire est un coup de cœur en général, c'est qu'on a aimé le style. J'ai adoré le cliffhanger de la fin du premier tome. J'ai tout aimé. C'était juste, mais tellement, tellement, tellement super que j'ai envie de vous en parler beaucoup et en même temps de ne rien vous dire parce que je veux que vous rentriez dans l'histoire sans a priori, sans rien savoir, sans... Enfin, comme ça, quoi. Lancez-vous et vous ne le regretterez pas. Voilà, moi je l'ai fait lire à des amis qui ont beaucoup aimé, donc voilà. Lancez-vous dedans et allez voir ma petite vidéo si je n'en ai pas dit assez pour vous convaincre. Vous verrez, j'espère que cette vidéo-là vous convaincra. En numéro 2, c'est encore une duologie puisqu'il s'agit de In the After et In the End. Alors, c'est pas des nouveautés de cette année-ci, moi je les ai lus en retard, mais je les ai découverts cette année-ci vers le mois de juin et j'ai tellement, mais tellement aimé cette duologie que c'était obligé que ça se retrouve dans ce top-ci. Donc, c'est écrit par Demetria Lunetta et c'est aux éditions Lumen. Dans cette histoire, on va suivre Amy, qui est une jeune fille. Elle vit dans un monde où tout va bien dans la première page, mais très vite ça va partir en cacahuète parce que l'humanité se fait bouffer littéralement par des extraterrestres. Et donc, ben, Amy va devoir survivre dans ce monde. Au départ, elle est toute seule. Puis elle rencontre une toute petite fille qu'elle va prendre sous son aile et elle va s'occuper d'elle comme si c'était son petit bébé, sa petite sœur. Et toutes les deux, elles vont survivre, sauf que bah, c'est un petit peu plus compliqué que ça n'en a l'air parce que les extraterrestres ne viennent pas de l'espace, ne viennent pas d'une autre planète, mais il se pourrait bien que l'humanité ait encore été très 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 conne et encore inventé des choses qu'elle ne devait pas inventer et que bah, ça serait peut-être bien de sa faute que bah, l'humanité soit presque morte. J'ai beaucoup aimé, c'est divisé en parties, d'ailleurs ça se voit les lignes noires là, ce sont les parties. Il y a une petite histoire d'amour mais qui prend pas le pas sur l'histoire je trouve. Enfin, c'est très anxiogène forcément parce que l'humanité qui se fait bouffer par des extraterrestres, hein, voilà. Mais en même temps ça fait pas peur parce que moi ça fait longtemps que je voulais découvrir cette saga et j'ai pris tellement de temps à le faire parce que j'avais peur que ça fasse peur, mais en fait pas du tout. Donc si moi je n'ai pas eu peur, lopette comme je suis, vous pouvez me croire que tout le monde peut lire cette histoire. J'ai beaucoup aimé le fait que sur deux tomes qui font chacun 600 pages, c'est ça à peu près 400 pages. Donc sur 800 pages, on a trois atmosphères complètement différentes.
J'ai aimé le fait que ça se transforme petit à petit en dystopie, une sorte de dystopie en tout cas, et que Amy va se retrouver un petit peu seule contre tous. C'était rempli d'action. Le deuxième tome est un petit peu plus calme, mais c'est pas pour autant que c'est moins bien. Et puis ben, j'ai beaucoup aimé. Enfin, tout était parfait, tout était génial, tout était waouh, 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 waouh. Donc ça fait un petit moment que c'est sorti, mais si vous n'avez pas encore sauté le pas, je vous le conseille fortement. Et puis les amis, le number one, le numéro un, la lecture qui m'a le plus marqué dans l'année, la lecture que j'ai le plus aimé, la lecture que je vous conseille le plus fortement possible. La lecture qui m'a fait passer par toutes les émotions. Alors, est-ce que c'est de la romance? Est-ce que c'est du thriller, de la jeunesse, du young adult? La lecture qui m'a le plus marqué cette année, c'est un thriller. Il s'agit de Toute Blesse, la dernière tue de Karen Giebel aux éditions Belfond. Alors, cette lecture, c'est un pavé, mais qui se bouffe à une vitesse exceptionnelle. Moi, je l'ai lu en 2 jours. Voilà, pourtant, vous me connaissez, j'ai pas un rythme de lecture ultra méga soutenu. Mais alors en 2 jours c'était plié tellement c'était bon. Dans cette histoire, en fait c'est assez simple à résumer. Peut-être pas aussi simple que ça, mais c'est la seule chose que j'ai envie de vous dire. C'est qu'on va suivre Tama, qui est une jeune fille qui va être réduite à l'esclavage. Voilà. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour vous lancer dans cette histoire. Peut-être que je dois vous dire que c'est bouleversant parce que qui dit Tama réduite à l'esclavage, dit Tama qui subit tous les vices moraux et physiques possibles et imaginables. Ça m'a serré le cœur, ça m'a dégoûté, ça m'a fait mal. J'ai eu mal avec Kama. À certains moments, j'ai dû refermer le livre, le poser, souffler 2 minutes. C'est vraiment, vraiment, vraiment terrible. Surtout que à certains moments, on se dit, ça y est, Tama est sauvée parce que ben, elle quitte. J'en dis pas plus, mais à chaque fois, on a beaucoup d'espoir pour elle et à chaque fois, ça retombe. C'était juste. Qu'est-ce que je pourrais vous dire pour vous convaincre de lire ce livre-là, si ce n'est que si je dois vous conseiller un seul livre de ces temps-ci, un seul, lisez celui-là. Il est juste merveilleux, quoi. Mais vraiment, vraiment, vraiment merveilleux. Et alors le style de Karine Gebel, elle est très connue pour avoir un style qui se lit très vite, très addictif, très une fois que vous commencez, vous pouvez plus la lâcher et compagnie. Et c'est pas une réputation qu'elle a volée, c'est vraiment vrai. Vous avez vu la taille du bazar ici, hein, ça fait plus de 700 pages. Ça fait 722 pages. Moi, lire 722 pages en 2 jours, je peux vous dire que c'est exceptionnel. Bah, vous ne sortirez pas de cette lecture en pleine forme, je vous le dis. Donc voilà, si vous tentez ce livre, j'espère que vous ressortirez avec autant de sentiments que moi et qu'elle vous marquera autant que moi. Mais franchement, il est à 21 €, mais c'est 21 € extrêmement bien investis et dépensés parce que déjà vous avez de la matière et en plus, j'arrête pas de souffler, mais je sais pas quoi vous dire. C'est tellement, c'est tellement, c'est tellement, c'est tellement. C'est tellement... Voilà, c'est tellement fort, c'est tellement dur, c'est tellement... Ça vous prend au tripes, vous êtes, vous, avec Kama, vous vivez Kama, vous respirez Kama, vous êtes avec elle dans les tout petits moments de lumière, parce que franchement, elle a une vie de merde. Vous êtes avec Kama quand elle souffre, vous êtes avec Kama, vous avez envie de vous révolter, vous avez envie de taper ceux qui lui font du mal, vous avez juste envie que ceux qui l'ont réduit à l'esclavagisme, soient transformés en esclaves, juste pour qu'ils voient un petit peu ce que ça fait. C'est vraiment... allez, lisez ce livre, franchement, il est bien ce livre.
Et bien voilà, c'est la fin de ce top 10 consacré à l'année 2018. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère surtout que je vous ai convaincu d'en lire un de ceux-là, puisque bah, ce sont ceux qui m'ont le plus marqué. Forcément, ce sont ceux que je vous conseille le plus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.